Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas juste un autre message sur la bonté et l'amour inconditionnel. C'est une plongée dans la psyché humaine, révélant une vérité que Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, a découverte après des décennies d'études de l'âme. Si tu as déjà eu l'impression que ta bonté se retourne contre toi, que l'on confond ta noblesse avec de la faiblesse ou que plus tu donnes, moins tu reçois, ce message va t'expliquer pourquoi. Jung remarqua un schéma troublant. Il le voyait clairement chez ses patients. Ceux qui croyaient être trop bons étaient souvent qui souffraient le plus pur. Mais que signifie vraiment être bon? Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons créé une image idéalisée de la bonté. Quelqu'un toujours disponible, qui ne dit jamais non, qui pardonne sans hésiter et qui place constamment les autres avant lui. Jung comprit que cette version de la bonté n'était pas seulement fausse, elle était dangereuse. Car quand nous confondons la bonté avec le sacrifice de soi, quand nous voyons l'amour comme l'absence de limites, nous devenons nos propres bourreaux. Jung mit au jour quelque chose de profondément dérangeant. Plus nous cherchons à être parfaitement bons, plus notre ombre devient forte. Cette part cachée de nous que nous nions, réprimons, et tentons d'enfouir sous des couches de gentillesse forcée. C'est comme essayer de maintenir une balle sous l'eau. Plus tu appuies, plus elle lutte pour remonter. Imagine ta bonté comme une lumière éclatante. La société nous apprend que pour garder cette lumière allumée, il faut éteindre tout le reste. Notre colère, nos besoins, nos limites. Mais Jung vit à quel point cette idée était fausse. La vraie bonté ne vient pas du déni de qui nous sommes. Elle vient de l'accueil de chaque part de nous. Combien de fois as-tu entendu cette voix intérieure murmurer « Assez » avant de la faire taire? Car une bonne personne ne penserait pas ainsi. Combien de fois as-tu enterré ta colère, ta frustration, ta douleur, croyant que ces émotions te rendaient moins digne? Chaque fois que tu rejettes ces parts de toi, tu ne deviens pas meilleur, tu deviens plus brisé. Ce message ne te dit pas d'abandonner la bonté. Il t'appelle à sortir d'une bonté naïve et à la transformer en quelque chose de plus profond, plus fort et plus complet. Car la vraie bonté n'est pas l'absence d'ombre. C'est la capacité d'intégrer chaque part de qui nous sommes dans un tout. Ce que tu es sur le point de découvrir pourrait ébranler tout ce que tu croyais sur la bonté. Cela pourrait défier tes anciennes croyances sur l'amour, le sacrifice et l'authenticité. Mais si tu oses écouter, si tu t'autorises à questionner ce que tu as toujours tenu pour acquis, tu trouveras une vérité qui libère. La vraie bonté ne t'affaiblit pas. Elle t'élève, elle ne t'épuise pas, elle te remplit, elle ne te rétrécit pas, elle te rend entier. Voilà la sagesse sombre mais honnête que Jung a laissée. Pour être vraiment bon, il faut d'abord devenir vraiment entier. Et ce chemin commence en affrontant les ombres que nous avons tant cherché à nier. Quand Jung parlait de l'ombre, il ne désignait pas quelque chose d'abstrait ou de symbolique. Il parlait d'une force psychologique bien réelle que nous portons tous en nous. Une part de nous qu'on nous apprend à craindre, à refouler, à renier. C'est là que nous cachons ce que nous jugeons inacceptable. Notre colère, nos désirs profonds, notre droit de dire non, notre besoin d'être vu. Pour ceux qui se croient naturellement bons, l'ombre devient un lieu terrifiant. Leur identité repose sur la lumière. Aider toujours, ne jamais faillir, être là pour tous. L'idée d'avoir un côté sombre les emplit d'effroi, comme si l'admettre détruisait tout ce qu'ils croient être. Mais ce déni a un prix lourd. Quand nous rejetons notre ombre, quand nous faisons semblant qu'elle n'existe pas, elle gagne en force. Elle devient incontrôlable. C'est comme tenter de retenir une rivière avec ses mains. Tôt ou tard, elle rompra. L'énergie réprimée ne disparaît pas. Elle se tord. Elle se transforme. Cela surgit de façon que nous ne pouvons pas contrôler. Les personnes trop gentilles en font l'expérience de manière subtile mais destructrice. Cela apparaît comme du ressentiment après avoir aidé quelqu'un qui ne rend jamais la faveur.
Cela se manifeste comme une colère silencieuse quand d'autres franchissent des limites invisibles. Cela devient une profonde tristesse quand elles réalisent que personne ne voit vraiment leurs besoins. Plus nous cherchons à être parfaitement bons, plus nous devenons vulnérables à notre propre ombre. C'est un étrange paradoxe. Nier ta colère et tu deviens passif-agressif. Rejeter ton besoin de reconnaissance et tu deviens subtilement manipulateur. Prétends que tu n'as besoin de rien et tu deviens un vampire émotionnel, vidant les autres sans le savoir. Selon Jung, l'ombre n'est pas notre ennemi. C'est une part essentielle de notre monde. Elle contient non seulement nos traits négatifs, mais aussi notre pouvoir inemployé, notre capacité à poser des limites saines, à nous défendre quand c'est nécessaire. Quand nous rejetons l'ombre, nous ne perdons pas seulement notre obscurité, nous perdons aussi une part de notre lumière. Imagine quelqu'un qui a passé toute sa vie à être le gentil. On lui a appris que la colère est mauvaise, que poser des limites est égoïste, que ses besoins passent toujours en dernier. Cette personne ne réprime pas seulement sa colère, elle réprime son pouvoir personnel, sa capacité à dire non, son droit d'occuper une place. Sa bonté devient une prison qu'elle s'impose. Jung comprit que ce n'était pas de la vraie bonté, c'est la peur déguisée en vertu, peur du rejet, peur du conflit, peur de ne pas être suffisant. Les gens vraiment bons ne sont pas ceux qui ne se fâchent jamais ou qui ne posent jamais de limites. Ce sont ceux qui ont appris à intégrer toutes leurs parts en un tout cohérent. L'ombre, quand elle est reconnue et acceptée, devient une source de force. C'est comme un jardin obscur. Si nous osons y entrer, nous y trouverons non seulement nos peurs, mais aussi nos pouvoirs les plus profonds. C'est ce qui est là que la bonté naïve se transforme en sagesse consciente. Pour Jung, le vrai travail spirituel n'est pas d'éliminer l'ombre, c'est d'apprendre à danser avec elle. Cela signifie reconnaître que notre capacité à ressentir de la colère est aussi sacrée que notre capacité à aimer, que nos limites sont aussi importantes que notre générosité, et que notre besoin de reconnaissance est aussi légitime que notre désir de donner. C'est le premier pas sur le chemin vers une bonté plus authentique et plus puissante. Réaliser que l'ombre n'est pas ton ennemi, mais une part de toi qui attend depuis longtemps d'être vue, accueillie et honorée. Et quand tu oses enfin croiser son regard, tu découvres que ce que tu craignais le plus est peut-être exactement ce qu'il te fallait pour être entier. La bonté aveugle a un prix payé non seulement en épuisement émotionnel, mais en rêves retardés, en relations déséquilibrées, et en une vie vécue à moitié. Elle se montre comme la fatigue constante de ceux qui donnent sans fin, la frustration silencieuse de ceux qui répriment leurs propres besoins, et la profonde solitude de ceux entourés de gens qui ne les voient jamais vraiment. Pense à quelqu'un qui a fait du sacrifice de soi son identité. Cette personne ne donne pas seulement son temps et son énergie, elle abandonne des morceaux essentiels d'elle-même. Chaque fois qu'elle ignore ses besoins pour le bien des autres, chaque fois qu'elle fait taire sa voix pour garder la paix, chaque fois qu'elle dit oui alors que son âme crie non, elle paie avec des fragments de son essence. Le martyr moderne ne porte pas de couronne d'épines visibles. Sa souffrance prend la forme de nuits blanches à s'inquiéter des problèmes des autres, de relations où elle donne toujours plus qu'elle ne reçoit, d'un agenda si rempli d'engagement envers les autres qu'il ne reste plus de place pour elle-même. C'est une façon de vivre que la société non seulement accepte, mais loue, sans voir le profond abandon de soi qui se cache sous cette apparente noblesse. Jung observa que ce schéma de sacrifice de soi avait souvent des racines profondes dans l'enfance. Peut-être étais-tu l'enfant qui devait être le gentil pour maintenir la paix dans la famille. Peut-être as-tu appris que ta valeur dépendait de ce que tu pouvais faire pour les autres.
Ces premières leçons deviennent des chaînes invisibles qui nous lient à des comportements autodestructeurs. Les relations de quelqu'un qui pratique la bonté aveugle suivent un scénario prévisible. Ils deviennent le confident de tous, l'épaule pour pleurer, le soutien inébranlable. Mais quand ils ont besoin d'aide, ils se retrouvent face à un vide troublant. Les gens s'habituent tellement à recevoir d'eux qu'ils ne pensent même plus à offrir quelque chose en retour. C'est une solitude particulière, être entouré de personnes qui connaissent ta bonté, mais pas ton cœur. L'épuisement de donner sans cesse n'est pas seulement physique. C'est une fatigue de l'âme qui draine non seulement l'énergie, mais aussi la joie de vivre. C'est comme une lente mort spirituelle, où la personne perd peu à peu le contact avec ses propres rêves, désirs et besoins. Elle devient un récipient vide, existant seulement pour combler les besoins des autres. Ce déséquilibre crée une dynamique toxique où la personne bonne devient de plus en plus indispensable aux autres tout en devenant de plus en plus invisible pour elle-même. C'est une forme de codépendance déguisée en vertu. Mais en vérité, c'est une prison qu'elle s'impose. Cette personne devient une ressource pour les autres, perdant peu à peu son humanité. L'ironie cruelle, c'est que cette bonté excessive ne fait pas que blesser celui qui la pratique. Elle nuit aussi à ceux qu'elle est censée aider. Elle contient non seulement nos traits négatifs, mais aussi notre pouvoir inemployé, notre capacité à poser des limites saines, à nous défendre quand c'est nécessaire. Quand nous rejetons l'ombre, nous ne perdons pas seulement notre obscurité, nous perdons aussi une part de notre lumière. Imagine quelqu'un qui a passé toute sa vie à être le gentil. On lui a appris que la colère est mauvaise, que poser des limites est égoïste, que ses besoins passent toujours en dernier. Cette personne ne réprime pas seulement sa colère, elle réprime son pouvoir personnel, sa capacité à dire non, son droit d'occuper une place. Sa bonté devient une prison qu'elle s'impose. Jung comprit que ce n'était pas de la vraie bonté, c'est la peur déguisée en vertu, peur du rejet, peur du conflit, peur de ne pas être suffisant. Les gens vraiment bons ne sont pas ceux qui ne se fâchent jamais ou qui ne posent jamais de limites. Ce sont ceux qui ont appris à intégrer toute leur part en un tout cohérent. L'ombre, quand elle est reconnue et acceptée, devient une source de force. C'est comme un jardin obscur. Si nous osons y entrer, nous y trouverons non seulement nos peurs, mais aussi nos pouvoirs les plus profonds. C'est ce qui est là que la bonté naïve se transforme en sagesse consciente. Pour Jung, le vrai travail spirituel n'est pas d'éliminer l'ombre, c'est d'apprendre à danser avec elle. Cela signifie reconnaître que notre capacité à ressentir de la colère est aussi sacrée que notre capacité à aimer, que nos limites sont aussi importantes que notre générosité, et que notre besoin de reconnaissance est aussi légitime que notre désir de donner. C'est le premier pas sur le chemin vers une bonté plus authentique et plus puissante. Réaliser que l'ombre n'est pas ton ennemi, mais une part de toi qui attend depuis longtemps d'être vue, accueillie et honorée. Et quand tu oses enfin croiser son regard, tu découvres que ce que tu craignais le plus est peut-être exactement ce qu'il te fallait pour être entier. La bonté aveugle a un prix payé non seulement en épuisement émotionnel, mais en rêves retardés, en relations déséquilibrées, et en une vie vécue à moitié. Elle se montre comme la fatigue constante de ceux qui donnent sans fin, la frustration silencieuse de ceux qui répriment leurs propres besoins, et la profonde solitude de ceux entourés de gens qui ne les voient jamais vraiment. Pense à quelqu'un qui a fait du sacrifice de soi son identité. Cette personne ne donne pas seulement son temps et son énergie, elle abandonne des morceaux essentiels d'elle-même. Chaque fois qu'elle ignore ses besoins pour le bien des autres, chaque fois qu'elle fait taire sa voix pour garder la paix, chaque fois qu'elle dit oui alors que son âme crie non, elle paie avec des fragments de son essence.
Le martyr moderne ne porte pas de couronne d'épines visibles. Sa souffrance prend la forme de nuits blanches à s'inquiéter des problèmes des autres, de relations où elle donne toujours plus qu'elle ne reçoit, d'un agenda si rempli d'engagement envers les autres qu'il ne reste plus de place pour elle-même. C'est une façon de vivre que la société non seulement accepte, mais loue, sans voir le profond abandon de soi qui se cache sous cette apparente noblesse. Jung observa que ce schéma de sacrifice de soi avait souvent des racines profondes dans l'enfance. Peut-être étais-tu l'enfant qui devait être le gentil pour maintenir la paix dans la famille. Peut-être as-tu appris que ta valeur dépendait de ce que tu pouvais faire pour les autres. Ces premières leçons deviennent des chaînes invisibles qui nous lient à des comportements autodestructeurs. Les relations de quelqu'un qui pratique la bonté aveugle suivent un scénario prévisible. Ils deviennent le confident de tous, l'épaule pour pleurer, le soutien inébranlable. Mais quand ils ont besoin d'aide, ils se retrouvent face à un vide troublant. Les gens s'habituent tellement à recevoir d'eux qu'ils ne pensent même plus à offrir quelque chose en retour. C'est une solitude particulière, être entouré de personnes qui connaissent ta bonté, mais pas ton cœur. L'épuisement de donner sans cesse n'est pas seulement physique. C'est une fatigue de l'âme qui draine non seulement l'énergie, mais aussi la joie de vivre. C'est comme une lente mort spirituelle, où la personne perd peu à peu le contact avec ses propres rêves, désirs et besoins. Elle devient un récipient vide, existant seulement pour combler les besoins des autres. Ce déséquilibre crée une dynamique toxique où la personne bonne devient de plus en plus indispensable aux autres tout en devenant de plus en plus invisible pour elle-même. C'est une forme de codépendance déguisée en vertu. Mais en vérité, c'est une prison qu'elle s'impose. Cette personne devient une ressource pour les autres, perdant peu à peu son humanité. L'ironie cruelle, c'est que cette bonté excessive ne fait pas que blesser celui qui la pratique. Elle nuit aussi à ceux qu'elle est censée aider. Notre bonté devient plus puissante précisément parce que nous n'avons plus besoin de l'approbation ou de l'amour de tous. La véritable intégration de l'ombre nous permet d'être bons, non par peur d'être autre chose, mais parce que nous choisissons de l'être à partir de notre entièreté. C'est une bonté qui inclut notre force, nos limites, notre capacité à dire non, notre volonté de décevoir quand il le faut. En son cœur, c'est une bonté née non de la peur, mais de la vérité. L'établissement de limites saines est une pratique que Jung considérait comme essentielle au développement psychologique. Pourtant, pour ceux qui ont bâti leur identité sur une bonté sans fin, poser des limites peut sembler une trahison de leur nature la plus intime. C'est là que la sagesse ancienne devient particulièrement pertinente. Les limites ne sont pas des murs qui nous séparent des autres. Ce sont des lignes sacrées qui définissent où nous finissons et où les autres commencent. La capacité à créer des limites commence par un acte révolutionnaire, reconnaître notre valeur inhérente. Non pas une valeur basée sur ce que nous donnons ou faisons pour les autres, mais la valeur intérieure qui existe simplement parce que nous sommes. Cette reconnaissance n'est pas de l'égoïsme. C'est un acte fondamental d'honnêteté psychologique. Quand nous commençons à vraiment nous valoriser, une nouvelle façon de nous relier au monde s'ouvre. Nous n'avons plus besoin de mériter notre droit d'exister par une bonté excessive. Nous commençons à voir que la réciprocité dans les relations n'est pas un luxe. C'est une nécessité psychologique. Les relations saines sont celles où donner et recevoir circulent en équilibre. Cette compréhension change notre manière d'interagir avec les autres. Nous commençons à réaliser que quand nous laissons les autres franchir nos limites à répétition, nous ne nous blessons pas seulement nous-mêmes, nous les empêchons aussi d'apprendre à respecter les limites personnelles. La véritable bonté inclut la force de maintenir des frontières claires, car ces frontières protègent à la fois notre capacité à donner et la dignité de ceux qui reçoivent. Les personnes qui apprennent à poser des limites saines rencontrent un paradoxe fascinant. Leurs relations, bien que moins nombreuses, deviennent bien plus profondes.
Certains peuvent s'éloigner quand nous ne sommes plus disponibles sans condition. Mais ceux qui restent seront ceux qui nous respectent et nous valorisent vraiment comme des êtres entiers. La pratique de poser des limites implique de développer un nouveau vocabulaire émotionnel. Nous commençons à distinguer la culpabilité authentique de la culpabilité manipulée, la vraie responsabilité des fardeaux que nous avons acceptés à tort. Ce processus signifie aussi reconnaître que notre temps, notre énergie et nos ressources émotionnelles sont limitées et sacrées. Nous ne pouvons pas donner à partir d'un puits vide et maintenir nos limites et la manière d'assurer que nous avons toujours quelque chose à offrir quand c'est vraiment nécessaire et juste. La véritable protection de notre bonté ne vient pas de la construction de murs, mais du discernement sage sur où, quand et avec qui partager nos dons. C'est comme cultiver un jardin. Cela demande à la fois des frontières claires et un soin constant pour s'épanouir. Quand nous protégeons correctement notre énergie et nos ressources, notre capacité à être véritablement bon devient plus forte, non plus faible. L'alchimie de la transformation est un processus profond qui commence quand nous permettons enfin à notre lumière et à notre ombre de danser ensemble. C'est comme voir deux ruisseaux se rejoindre pour créer quelque chose de totalement nouveau, ni pure lumière ni pure obscurité, mais une nouvelle force née de l'intégration consciente. Ce chemin alchimique commence quand nous cessons de lutter contre notre double nature. Jung découvrit que la vraie transformation ne se produit pas en essayant d'éliminer nos parts sombres, mais en leur permettant de nous enseigner ce que nous devons apprendre. Notre colère nous montre où nous devons poser des limites. Notre ressentiment indique où nous avons trop donné. Notre tristesse révèle où davantage de soin est nécessaire. Et une force authentique émerge de cette intégration, comme l'or purifié par le feu alchimique de la conscience de soi. Ce n'est plus la force brute de l'agression, ni la faiblesse déguisée en bonté sans fin. Cela devient une nouvelle puissance raffinée, qui sait quand avancer et quand se retirer, quand donner et quand préserver, quand parler et quand garder le silence. Les personnes qui atteignent cette intégration développent une présence particulière. Elles n'ont pas besoin de prouver leur bonté ni leur puissance, elles sont simplement. Leur authenticité devient leur bouclier et leur vérité leur épée. Elles ont appris que la vraie force ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. La sagesse issue de cette transformation est comme une flamme maîtrisée. Elle peut réchauffer ou brûler selon comment elle est utilisée. Ceux qui atteignent cet état comprennent que leur pouvoir n'est pas fait pour dominer, mais pour protéger ce qui est sacré, y compris leur propre essence. Ils ont appris que la bonté sans discernement est aussi dangereuse que le pouvoir sans compassion. Cette nouvelle manière d'être dans le monde demande une vigilance constante, non par peur, mais par une conscience éveillée. C'est comme entretenir un jardin équilibré. Certaines plantes ont besoin de plus de soleil, d'autres de plus d'ombre, et le jardinier avisé sait que les deux sont nécessaires à un écosystème sain. De la même façon, nous apprenons à nourrir notre lumière et notre ombre, sachant que les deux sont essentiels à notre entièreté. La bonté qui découle de cette alchimie est un choix conscient, non une compulsion née de la peur ou de la culpabilité. C'est une bonté qui connaît sa valeur, qui n'a pas besoin de se prouver sans cesse, qui peut dire non sans culpabilité et oui sans ressentiment. C'est une bonté qui a fait la paix avec sa propre ombre et qui, par conséquent, ne craint pas l'obscurité chez les autres. Cette transformation est un processus continu, pas une destination finale. C'est une danse éternelle entre lumière et ombre, puissance et compassion, donner et recevoir. Chaque jour nous offre de nouvelles occasions d'affiner cet équilibre, de choisir consciemment comment utiliser notre pouvoir, d'être bon à partir de la force plutôt que de la peur.
Cette alchimie personnelle crée un effet d'onde dans le monde qui nous entoure. Quand nous nous permettons d'être entiers, nous donnons aux autres la permission implicite de faire de même. Quand nous montrons qu'il est possible d'être à la fois fort et bon, à la fois puissant et compatissant, nous créons un nouveau modèle de ce que signifie être vraiment humain. La transformation finale nous conduit à un lieu où nous comprenons que la vraie bonté n'est pas une camisole qui nous limite, mais une force qui nous libère. Ce n'est pas un masque que nous portons pour être acceptés, mais une expression authentique de qui nous sommes vraiment. C'est un état d'être où notre force et notre compassion coulent de la même source, où notre lumière et notre ombre travaillent ensemble pour créer quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Le voyage que nous avons exploré à travers la sagesse de Jung n'est pas seulement un ensemble d'idées, c'est une invitation à une transformation profonde. Une transformation qui commence au moment où nous acceptons que notre bonté n'a pas besoin d'être parfaite pour être significative, que notre pouvoir n'a pas à être craint pour être respecté, et que notre entièreté inclut à la fois la lumière et l'ombre. Jung nous a montré que le chemin vers une vie plus authentique et plus puissante ne réside pas dans le déni de notre double nature, mais dans son intégration consciente. Quand nous intégrons notre lumière et notre ombre, quand nous permettons à notre puissance et à notre bonté de coexister, nous devenons plus complets, plus capables de créer la vie que nous désirons vraiment. L'invitation maintenant est de faire le pas suivant, de regarder en vous et de vous demander « Quelle partie de vous avez-vous nié au nom de la bonté ? Quel pouvoir avez-vous réprimé par peur d'être moins accepté ? Quelles limites avez-vous évitées par peur de décevoir les autres ? C'est le moment de se rappeler. Votre bonté ne dépend pas de votre perfection. Votre valeur n'est pas définie par combien vous donnez ou combien vous sacrifiez. Votre puissance ne diminue pas votre capacité d'aimer, et vos limites ne vous rendent pas moins digne d'être aimé. La transformation à laquelle Jung nous invite n'est pas une destination, c'est un chemin continu. Chaque jour offre de nouvelles occasions de choisir l'authenticité plutôt que de plaire, la puissance consciente plutôt que la faiblesse déguisée en vertu, la vraie bonté plutôt que le sacrifice automatique de soi. Le monde a besoin de personnes qui ont intégré à la fois leur lumière et leur ombre, qui comprennent que la véritable bonté ne vient pas de la répression, mais de l'intégration consciente. Il a besoin d'êtres humains entiers, capables d'incarner à la fois la force et la compassion, qui savent quand donner et quand retenir, qui comprennent que leurs limites sont aussi sacrées que leur capacité à aimer. Alors que vous terminez ce message, rappelez-vous que vous n'êtes pas ici pour être parfait, vous êtes ici pour être entier. Et dans cette entièreté, dans cette intégration de chaque partie de vous, vous trouverez non seulement la force de créer la vie dont vous rêvez, mais aussi la sagesse de la vivre avec authenticité et véritable pouvoir. La question n'est pas de savoir si vous êtes assez bon. La vraie question est, êtes-vous prêt à être vraiment puissant ? Pas le pouvoir qui domine, mais celui qui transforme. Pas la puissance qui craint l'ombre, mais celle qui l'intègre et l'utilise pour créer quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Si ce message a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager cela avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Marchons ensemble sur ce chemin de transformation.